Voilà, donc l'enregistrement est normalement lancé, non? Si, c'est bon, ça fonctionne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire donc organisé par l'école 3A, une école de commerce et de développement. Donc, on est une école qui est spécialisée dans la formation des professionnels de l'économie solidaire, donc des futurs entrepreneurs et intrapreneurs de demain. On organise ce webinaire pour célébrer le lancement de notre cycle de conférences Vision d'experts 3E Live. Donc, c'est un cycle de conférences qu'on va vous proposer là durant le printemps. Donc, c'est-à-dire que durant 3 mois, tous les 15 jours, on vous proposera différentes interventions sur différentes thématiques. Ensuite, on prendra quelques vacances avant de vous proposer un programme sur cet automne. Qu'est-ce que c'est les conférences 3E Live? Ce sont donc des conférences qui sont organisées par l'ensemble de nos campus, puisque 3A, nous sommes présents donc, sur Lyon, Paris, Rennes et Toulouse. Donc, c'est des conférences au niveau national qui sont par conséquent organisées en visio et on espère dans des temps prochains, on a de l'espoir, pouvoir les organiser également en présentiel. Elles s'adressent à tous, donc à nos étudiants, aux professionnels. Donc, bienvenue à tous, aux anciens étudiants aussi. Ces conférences consistent en l'intervention d'experts sur des sujets variés, donc des experts, des intervenants, des professionnels avec qui nous sommes en relation dans le cadre de nos anciens élèves ou des endroits où nos étudiants effectuent leur alternance, par exemple. Donc, ces intervenants vont animer des conférences sur les thématiques phares de l'école, que sont par exemple l'économie sociale et solidaire, l'humanitaire ou encore l'innovation sociale. L'objectif de ce cycle, c'est de partager avec vous notre expertise, qu'on puisse échanger autour de ces questionnements, susciter le débat. Donc voilà, c'est dans cette optique qu'on vous accueille aujourd'hui pour échanger sur l'évolution du management. Pourquoi et comment aller vers le management libéré, tel est le sujet que va traiter aujourd'hui Jacques. Et du coup, je vous invite, on est ravis de vous accueillir sur cette conférence. Et Jacques, je vous invite à vous présenter. Je vous laisse la parole. Merci. Déjà, est-ce que tout le monde voit les slides qui apparaissent? Oui. Parfait. Ok, parfait. Donc, effectivement, 3 temps, une rapide présentation et merci Anastasia d'avoir fait ça. Alors, merci aussi de votre confiance parce qu'on inaugure ensemble aujourd'hui. Donc, on va essayer d'être au niveau de l'attendu à la fois de l'école et surtout des participants. 2 mots, mais rapidement 2 mots. Moi, j'interviens à l'école depuis très peu de temps, puisque depuis 1 an et demi, j'interviens sur quelques cours. En fait, ce que j'essaie d'apporter à l'ensemble des étudiants ou aux gens présents qui travaillent avec moi, c'est mon expérience de dirigeant d'entreprise, puisque j'ai eu l'occasion de diriger des boîtes de 1500 à 2000 personnes, qui étaient essentiellement d'ailleurs des ingénieurs dans le monde de l'informatique. Et j'ai vu au cours des années qui se sont écoulées la transformation et les attentes qui changent. Et je vais essayer de voir comment, dans les grands groupes comme dans les plus petites entreprises, on essaye de s'adapter par rapport à ça. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de poser un certain nombre de sujets et puis ensuite peut-être de répondre autant que je pourrais sur vos questions dans la dernière partie. Donc le premier point, c'est que je voudrais insister sur le changement de paradigme auquel on est confronté. Alors pour ça, je vais l'illustrer d'une façon très personnelle. En quelques mots, mais je vais vous parler de mes parents. Mon père, ils ont 85 ans, mes parents. Mon papa vivait à Lyon, ma mère vivait à Grenoble, près de Champs-sur-Drac. Et en fait, par contre, quand mon père allait voir ma mère, il y a donc quelques années maintenant, il y a une 50aine d'années, en fait, on l'appelait l'étranger. Quand il passait de Lyon à Grenoble, on l'appelait l'étranger. Les gens de là-bas l'appelaient l'étranger. Voilà. Et en fait, ça, c'est la génération de mes parents. La génération de mes enfants, j'ai ma fille qui est mariée avec un Argentin et mon fils qui est marié avec une Sud-Africaine. Donc ça démontre déjà qu'en une génération et demie, il y a eu un prisme complètement différent sur la planète. Et à ça, c'est associé quelque chose qui sont les ruptures qu'il y a eu, puisque il y avait un business incroyable qu'on a
probablement certains d'entre nous ont connu, en tout cas moi je l'ai bien connu, c'était le business des annuaires, où on avait les pages jaunes, les pages blanches, etc., qui faisaient 60 milliards de dollars à l'échelle du monde. Et en fait, en moins de 10 ans, Google et Smartphone ont fait disparaître tout ça. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur cette rupture profonde. Et des fois avec des ruptures inattendues. Par exemple, Hollywood chewing-gum, les gens qui vendent des chewing-gums ont perdu 30 ou 40% de leur chiffre d'affaires pendant quelques années, tout simplement parce qu'avant, quand on faisait la queue dans les supermarchés, on regardait le caddie de la voisine, éventuellement on faisait un sourire à celui qui est devant ou derrière. Et aujourd'hui, les gens, et puis après, on regardait les caisses, et quand on regardait les caisses, il y avait des chewing-gums, et on achetait les chewing-gums. Aujourd'hui, les gens, ils constatent essentiellement, ils regardent essentiellement leur smartphone quand ils passent en caisse. Et du coup, Hollywood Chewing Gum a perdu beaucoup de chiffre d'affaires, ne serait-ce que pour ce truc-là. Et c'est un usage auquel on n'avait pas imaginé, avec un impact que je pense peu de gens avaient imaginé. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde les business, on peut s'interroger sur est-ce que les entreprises, en termes de stratégie, et je parlerai après évidemment sur les équipes, est-ce qu'elles ont compris ce qui se passe? Est-ce que les taxis ont vu venir Uber? Est-ce que le Kodak a vu venir le numérique? Est-ce que Vinci comprend qu'on puisse réserver une application, via une application, une place de parking? Ou est-ce que Hertz ou Avis, les loueurs de voitures, ont bien anticipé Blablacar? Voilà. On voit que tous ces business qui sont arrivés, liés à de l'usage, liés à l'orientation client, c'est quelque chose que les entreprises n'ont pas su voir. Et quand je parle des entreprises, les partis politiques qui ne comprennent pas forcément les mouvements citoyens, je pense qu'on a vécu les gilets jaunes, je pense que si tout le monde avait bien compris le phénomène gilet jaune, il n'aurait pas duré aussi longtemps, mais je pense qu'il dure encore. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des emplois sur le bon coin, je ne suis pas sûr que Pôle emploi l'ait vraiment anticipé de façon complète. Voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe. Vu de l'entreprise et vu du cockpit de l'entreprise, il y a quelque chose qui est assez symbolique, qui change le mode de management et le mode de travail avec les équipes. Si on sort de ça et qu'on fait une sorte de parallèle, qu'on regarde comment est piloté un sous-marin il y a 20 ans ou 30 ans, voilà un sous-marin français militaire et ses postes de travail, postes de pilotage du sous-marin. Donc vous voyez, il y a 2 postes avec un tableau de bord. Si vous prenez le même sous-marin, le redoutable aujourd'hui, voilà le poste de commandement. Donc vous imaginez bien que dans une entreprise, c'est assez comparable, c'est-à-dire qu'il y a un volume d'informations à traiter complètement différent, qu'on ne peut pas le faire seul, et que le capitaine, il doit avoir une capacité d'écoute et de synthèse dont il n'avait pas besoin avant. Ah, on vient de me prendre la présentation, je n'ai plus ma presse. Donc il y a quelqu'un qui m'a fait pas un sale coup, mais qui vient de changer. Donc je n'ai plus ma presse. Je ne sais pas qui est ce Yahoo Mail, je vais recommencer du coup. Je vais la recharger, c'est pas grave. Voilà, alors je vais un peu vite. Est-ce que ça va pas trop vite? J'en profite du coup pour faire un point intermédiaire. Est-ce que je vais vite parce que je ne veux pas passer trop de temps sur, pas des généralités, mais en tout cas des points de contexte. Non, c'est bon. Ça va assez vite, c'est à la fois entendable et compréhensible? Parfait. Parce que comme j'ai une trentaine de minutes et que j'ai quelques points à aborder quand même, alors, ça recharge, c'est le principe. Donc attention à ne pas partager vos écrans. Ouais, c'est pas très grave, mais ça déstabilise juste un peu. Voilà, alors pour finir, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette évolution rapide, j'ai de l'écho, ça engendre pour la plupart des collaborateurs du désengagement parce qu'en fait les entreprises ne se sont pas adaptées à ça. D'abord, elles n'ont pas vu venir, alors elles ont été disruptées par des Uber ou par des Blablacar, mais du coup, les collaborateurs ou les salariés des entreprises ou les équipiers, eux, ils sont restés dans une culture ancienne, souvent encadrée par des managers à l'ancienne, entre guillemets, qui ont été formés dans les écoles par ce management historique et puis qui ont reproduit ça en entreprise. Résultat, on se retrouve avec une génération ou des générations désenchantées, avec de l'épuisement, des burn-out, et puis une histoire très forte de l'individualisme. Voilà. Et face à ça, il y a du désenchantement.
comme on dit, enfin, comme je l'ai entendu souvent, écoute, moi, c'est pas le job qui me fait rêver, c'est alimentaire, mais au moins, bon, j'ai un job. Voilà. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle est vraie. C'est un grand ponte à l'époque de l'URSS qui visite une usine de Skoda ou de Lada, je ne sais plus. Il tombe sur un ouvrier dans la chaîne de production et il lui dit alors ça va, tu es content de ton job, qu'est-ce que tu voulais faire? Et le gars lui répond ben, en fait, moi je voulais être violoniste. Mais à l'école, on m'a dit que je serais ouvrier sur la chaîne. Voilà. Alors, tu sais quoi? Je me fais chier à monter des voitures et toi, tu vas te faire chier à les conduire. Voilà. C'est une histoire vraie et pour moi, elle résume tout à fait la problématique du plaisir au travail. Le deuxième point, c'est qu'on a été aussi des générations à contrôler les gens. Et plus vous les contrôlez, plus vous les empêchez de sortir des cases, ce qui effectivement a un impact sur la créativité et sur tout simplement le plaisir et sur la volonté d'apprendre. Alors, une fois qu'on comprend bien ce contexte, comment on peut construire la suite? Comment on peut imaginer quelque chose de différent? D'autant plus que historiquement, on n'est vraiment pas axé sur la capacité à collaborer. Je vais dire deux mots sur l'école. Alors évidemment, ça ne concerne pas 3A, mais ça concerne beaucoup d'autres écoles. Où en fait, pour sortir de ce cadre-là, on n'a pas appris on n'a pas appris forcément aux gens à collaborer. Et ça, c'est la première étape. Voilà. Et souvent, je dis à mes étudiants, voilà, est-ce que, par exemple, si je vous notais sur ce que vous apportez aux autres, c'est assez disruptif. D'ailleurs, ça les fait souvent sourire. Parce que en fait, dans une entreprise, quand vous avez quelqu'un, un équipier qui est dans une logique de dire tiens, je vois que tu es en difficulté, je m'assois auprès de toi et je vais t'aider. C'est quelque chose d'extrêmement performant dans l'entreprise et c'est quelque chose qu'on n'encourage pas forcément à l'école ou historiquement. D'ailleurs, si on prend une photo de l'école au 19e siècle et qu'on la compare par rapport à une école au 21e, on voit que ergonomiquement, en tout cas, ça n'a pas trop bougé. Voilà. Donc, comment on peut, à partir de là, refonder en ayant une ambition nouvelle? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, les jeunes? Quand je discute en entreprise, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent « Ah, Jacques, il faut que la parole soit sincère, qu'elle soit authentique, l'humain doit prendre de la place. » Et puis, moi, je m'interroge, ou je me suis interrogé souvent en me disant comment je peux faciliter l'apprentissage, la performance, comment je peux aligner la stratégie de l'entreprise avec l'environnement, avec l'humain, etc. Parce que quand il n'y a pas ça, vous avez un impact immédiat. Hein, ça ne se voit pas forcément dans les journaux, mais c'est le turnover dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi j'ai vécu des entreprises dans lesquelles j'avais des entités parce que le manager n'était pas au bon niveau, il n'était pas dans l'écoute, il n'était pas dans la dimension humaine, et ben, ils avaient entre 30 et 40% de départ par an. Hein, c'est-à-dire vous prenez une entité qui a 100 personnes, à la fin de l'année, si vous n'avez pas fait de recrutement, on en a plus de 60. Voilà, quand vous avez votre chiffre d'affaires qui est associé au volume de la personne, enfin au nombre de personnes parce qu'il repose sur une prestation de service, et ben, tout simplement, vous dégradez votre chiffre d'affaires de l'ordre de 40 à 50%, ce qui n'est pas entendable économiquement, mais ça repose d'abord sur un lien humain, c'est-à-dire que c'est d'abord l'approche managériale qui a porté ça, indépendamment des aspects de salaire ou autres, c'est vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, les gens, ils recherchent vraiment cette nouvelle étape. Voilà. Alors, comment construire, entre guillemets, cette nouvelle étape? La première chose, c'est que je crois qu'il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est dans un monde différent. Et je ne parle même pas du monde d'avant ou du monde d'après Covid. Je parle vraiment du monde que je vis tous les jours avec des entreprises ou avec les boîtes que j'accompagne. Premier point, c'est les mutations technologiques. Elles sont constantes. Ensuite, l'approche par les usages. C'est-à-dire qu'au fond, on ne s'interroge pas suffisamment souvent de comment vit le citoyen, comment vit le client du produit qu'on utilise. Après, il y a les business models de rupture, on en a parlé avec les Blablacar ou autres. Et puis, il y a ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'appelle d'ailleurs comme ça, c'est ce qu'on appelle la guerre des talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette logique de vouloir attirer les gens, attirer les talents. Faire du recrutement, c'est devenu un acte de séduction. En tout cas auprès des meilleurs. Et donc, si vous n'avez pas ça dans votre ADN,
et que vous faites du recrutement en ayant un côté présomptueux ou distant, ben en fait, vous ne donnez pas envie aux gens de venir et surtout, vous donnez, quand ils y sont, pas envie d'y rester. Et enfin, le nouveau mode de travail à distance, aujourd'hui, c'est récent, puisque hier, une grande société de l'informatique qui fait 200 000 personnes me disait que il y a aujourd'hui des candidats qui disent ben moi, si vous ne mettez pas dans mon contrat que je suis en télétravail, je ne viens pas. Donc, pour dire à quel point il y a un rapport de force qui s'est inversé entre les candidats ou les collaborateurs et l'entreprise. Alors justement, essayons de voir comment on peut faire différemment. Le thème, c'est l'entreprise libérée, ou en tout cas le management libéré. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, management libéré? Alors, j'ai gommé une partie du texte là, parce qu'il y avait une partie qui ne me plaisait pas trop. Donc, on va dire que c'est le fait de réinstaller, et je dis bien réinstaller, c'est pas installer, c'est réinstaller un climat de confiance et de reconnaissance. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que les gens doivent prendre du plaisir au travail, et plaisir au sens dans la tâche qu'ils font et dans l'évolution du job qu'ils ont et dans les gens avec lesquels ils bossent et les contraintes qu'ils ont, qui sont respectées, etc., et ben les gens s'en vont. Et s'ils s'en vont, et ben vous avez un turnover compliqué à gérer et de toute façon, l'entreprise le paye économiquement. Donc, il faut vraiment mettre les gens en situation d'être le plus agréable possible, enfin le plus agréable, le plus épanoui possible. Voilà, parce qu'un collaborateur épanoui, il va être bien plus performant que quelqu'un qui s'ennuie ou quelqu'un qui n'apprend rien. Alors, sur quelle base on va pouvoir poser ça? Au moins sur ces 4 points. Le premier, c'est que beaucoup d'entités, je l'évoquais tout à l'heure, on a été pour nombreux, et j'en fais partie, hein, plein de gens où on a dit non mais il faut réussir, donc regarde tes concurrents, regarde tes collègues, finalement il faut faire mieux. Voilà. Et ça amène un vrai défaut qui est qu'on raisonne plus pour sa propre entité que pour son entreprise ou que pour un marché ou que pour du sens. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'ils font un travail, que ce soit dans un contrôle de gestion, que ce soit dans du commercial, de la production, et en fait, ils ont perdu le sens parce que finalement, on ne leur a pas dépeint ou simplement, ils n'y ont pas contribué. Le troisième point, c'est que l'échec n'est pas souvent valorisé. Or, pourtant, si vous laissez quelque chose, et c'est le propre de la créativité, si vous n'essayez pas, vous ne vous trompez jamais. Enfin, je dirais, et si vous trompez et qu'on n'accepte pas le fait que vous trompiez, on ne vous met pas dans une dynamique de progrès, on ne vous met pas dans une dynamique d'ouverture et d'innovation, tout simplement. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que le collaboratif, comme la créativité d'ailleurs, c'est pas un truc qui tombe du ciel, ça s'organise. Alors, comment on va pouvoir organiser tout ça? Le premier point, et c'est fondamental, c'est donner du sens. Si vous n'avez pas, à un moment donné, dans votre entreprise, ou dans votre entité, ou dans votre projet, quel qu'il soit, un grand dessin qui est compris et partagé par tous, à un moment donné, les gens, ils lâchent l'affaire. Ils lâchent l'affaire parce que comme ça vous demande de faire des efforts, l'effort, il est acceptable que si on le fait pour quelque chose qu'on comprend. Et si les gens ne sont pas heureux d'aller travailler, à un moment donné, vous les perdez. Alors, vous les perdez de deux façons. Vous les perdez soit parce qu'ils s'en vont, c'est une première perte, soit vous les perdez, et c'est pire, au sens où ils se découragent. Et du coup, vous les avez dans vos équipes, mais c'est des points morts et c'est des gens qui sont très difficiles à remotiver. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Après, il ne faut pas penser que donner un horizon, ça se construit avec un lien salarial. Le lien salarial, c'est souvent un élément. Moi, j'ai jamais vu ou rarement vu que c'était un choix, que c'était un sujet définitif. Évidemment, en fait, au prix du marché, mais c'est pas ça qui fait que les gens se projettent ou pas. Et quand vous avez un grand dessin, derrière, il faut pouvoir poser des valeurs. Alors, on voit ça dans une boîte, le respect, l'humilité, etc. Mais si les gens ne l'incarnent pas, si le management ne l'incarne pas, si ce n'est pas affiché, si ce n'est pas partagé, ça ne tient pas. Et le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a ce grand dessin et ces valeurs, qui est un cadre de base, il faut avoir des gens qui incarnent ça au niveau du dirigeant, au niveau des dirigeants. Il faut que ce cap soit incarné par ça. Il faut qu'il soit durable. Et moi, je vais jusqu'à l'afficher, que les mots-clés soient affichés de façon à ce que les gens soient
entre guillemets, le plus clair possible sur l'objectif et les valeurs. Voilà. Et je vais citer quelqu'un qui est pour le coup un grand créateur d'entreprise. Voilà, il faut avoir de la passion, il faut que les gens, quand on bosse, on a toujours des difficultés, et que ce soit avec un client, avec un projet qui ne marche pas comme on veut, etc. Et si à un moment donné, vous n'êtes pas porté par ça, si vous n'avez pas ces valeurs, si vous n'avez pas ce dessin, en fait, vous allez ce que j'appelle lâcher l'affaire, parce que il n'y aura pas suffisamment de plaisir ou pas suffisamment d'ambition pour que l'effort que vous allez faire pour passer le cap ne sera pas suffisant. Donc, c'est vraiment la première étape de la première étape. Deuxième étape, c'est une culture d'entreprise. C'est-à-dire que le premier sujet pour respecter l'humain, c'est de lui permettre d'être employable dans votre entité et d'être employable le jour où il quitte l'entité. Il n'y a rien de pire que des gens qui se paupérisent. Moi, ça m'est arrivé, je vais finir, ça m'est arrivé il y a quelques années de reprendre une entreprise dans laquelle il y avait un manager, on faisait un point, et le gars, il me dit, voilà, Jacques, voilà, on fait un point sur le business, on fait un point sur la production, et on fait un point sur les ressources humaines, et quand on arrive sur le point sur les ressources humaines, il me dit, voilà, il y a 2-3 personnes là, dont j'aimerais me séparer, et lui en particulier. Je dis, ok, Marc, explique-moi un peu. Et il me dit, ben voilà, lui, ça fait 10 ans qu'il travaille chez un grand client, qui est le Crédit Mutuel à Nancy. Il travaille sur une vieille technologie. Et du coup, au bout de 10 ans, ben, en fait, les nouvelles technologies ont remplacé cette vieille technologie. Et il arrête sa mission, et je ne vais pas pouvoir lui proposer un nouveau client parce qu'il ne connaît pas les nouvelles technologies, donc on va le virer. Et je lui ai répondu, Marc, je pense que celui qu'il faut virer, ce n'est pas le collaborateur, c'est le manager. Voilà, parce que c'est le devoir de l'entreprise de développer l'employabilité. Et quand vous avez des collaborateurs dans une équipe qui voient un gars se faire virer simplement parce qu'il n'a pas été accompagné dans sa progression professionnelle et dans ses compétences et dans son développement de compétences, et ben ça, c'est pas la faute du collaborateur, même s'il devrait agiter le drapeau un peu plus, c'est d'abord la faute du management. Voilà. Donc, il faut vraiment que les gens ils se mettent dans comment je t'aide à progresser, comment je t'aide à apprendre. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire accepter du temps qui n'est pas passé en production, mais qui est passé en formation. Et donc, ça veut dire du temps pas facturé d'un côté et du temps en charge de l'autre, au sens coût. Voilà. Et puis, il faut accepter aussi de dire je ne sais pas faire et travailler avec des gens plus expérimentés qui vont vous coacher, vous aider, vous aiguiller. Voilà. Ça, c'est le premier grand sujet, c'est l'employabilité. Deuxième sujet, c'est la confiance mutuelle. C'est vrai en sport, c'est vrai dans tous les domaines. Si vous confiez la balle à quelqu'un ou si vous confiez une mission à quelqu'un et vous dites de toute façon, il va me le planter, mécaniquement, ça ne marchera pas. Donc, il faut apprendre à faire confiance. Et alors, évidemment, apprendre à faire confiance, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux. Il faut aider peut-être la personne. Mais en tout cas, sans cette confiance, vous n'avez pas cette notion de groupe et du coup, vous n'avez pas la fierté d'appartenance. Et ça encore, le ciment qui est fort sur une fierté d'appartenance, s'il ne pas été développé, ça ne marchera pas. Et enfin, moi j'ai été confronté souvent à ça. Quand on a 1500 ou 2000 personnes, évidemment, on est obligé de déléguer mécaniquement, quoi. Je veux dire, c'est impossible de tout vérifier. Attendez, parce que je suis embêté par des trucs. Voilà. Et donc, vous êtes obligé finalement d'apprendre à déléguer. C'est presque une délégation de force faite par le volume. Et en fait, vous apercevez que les gens, ils ne le font pas forcément comme vous auriez fait. Mais finalement, ils le font quand même et ils le font presque aussi bien ou mieux que vous. Et si vous ne faites pas ça, vous perdez de vitesse. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus en capacité, avec vos clients, avec vos équipes, à réagir face aux questions. Rapidement, sur les grands thèmes de l'humain, j'ai parlé de l'exemplarité, de la compétence, le droit à l'erreur, j'en ai parlé aussi. On oublie souvent de reconnaître les gens par des petits mots. C'est ça aussi qui fait un management humain, c'est que vous montrez que vous êtes à l'écoute et quand vous arrivez à à prendre des nouvelles des enfants, développer des équipes ou tout simplement de repérer par un signal faible le fait que quelqu'un est moins bien, c'est là que vous créez de la confiance et que vous leur permettez plus tard de progresser et d'avoir envie de se projeter dans l'entreprise. Alors, je voudrais insister sur un autre sujet, enfin sur un autre axe, qui est de bien différencier ce que j'appelle le leadership d'un côté, où le leader qui incarne ses valeurs, qui porte ses trucs, qui inspire,
et qui va faire en sorte de mettre en place ce qu'on est en train de voir. Il va créer de l'énergie, mais après, il faut aussi, par un axe, faire en sorte que les gens s'approprient cette énergie et se la développent. Et c'est eux qui vont faire. C'est-à-dire que si vous avez que l'inspiration et qu'il n'y a pas le bras armé qui sont l'ensemble des équipes et le fait d'être non pas dans une logique de leadership, mais de participants au groupe, et ben, le côté j'encourage, j'assiste, la collaboration, le respect, etc., c'est vraiment tout un travail d'ADN qu'il faut construire avec les équipes et avec les managers. Et si vous n'avez pas des managers qui relaient ça, c'est mort. C'est-à-dire que si je reprends cet exemple-là, si vous avez des gens qui expliquent toujours ce qu'il faut faire et qui jamais prennent le pouls des équipes en disant mais dis donc, cette réunion-là, comment tu l'as vécue et tes idées, tu as pu exprimer tout ce que tu voulais, et puis qu'est-ce que tu en penses, toi, et comment tu débriefes ça, etc. Si ce n'est pas des réflexes qui sont acquis, vous avez 9 chances sur 10 que les gens vont progressivement s'éloigner. Voilà. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait de déléguer, mais surtout d'oser et en osant d'accepter l'erreur. Hein. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas le droit à l'erreur aux gens, ils ne feront pas. Voilà. Et si vous leur acceptez l'erreur, ils vont oser. Voilà. Et finalement, vous allez avoir deux types de management. Un management que j'appelle le parfait et l'efficace, c'est-à-dire le gars qui a tout prévu. J'ai connu ça et c'était presque insupportable pour moi, des gens qui vont faire ce qu'on appelle des RACI, c'est-à-dire il est responsable, il est consulté, il est informé, etc. Et vous avez des grilles avec des trucs incroyables et tout le monde est carré, rentre dans sa case et c'est parfait. Sauf que ça marche jamais parce que c'est jamais exactement comme le gars l'a prévu dans son Excel. Moi, je préfère 10 fois ce que j'appelle l'imparfait efficace, c'est-à-dire dans l'entreprise qu'on pourrait appeler le test and learn, c'est-à-dire j'essaye, j'ose, j'y arrive pas. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces méthodes de ce que j'appelle l'imparfait efficace, l'essai, erreur, on ose, on apprend, on corrige, on réessaie, etc., vous avez cette mécanique-là dans l'entreprise, mais vous l'avez également dans tout ce qui est design thinking, je conclurai là-dessus, ou tout ce qui est toutes les approches autour de l'UX, enfin, toutes les méthodes qui sont orientées clients aujourd'hui sont orientées sur ces mêmes principes de j'essaie, j'y arrive pas, je corrige, je modifie mon prototype ou je modifie mon business, etc. Et ben avec les hommes, il faut faire pareil, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance, il faut oser, il faut leur laisser les capacités. Ils se trompent, c'est pas grave, on corrige, on voit ce qui n'a pas marché, on apprend ensemble et on progresse. Et quand vous mettez les gens dans cette logique de progression, quand vous les mettez en confiance, où ils vont oser, je vous assure, ça embarque, ça emmène tout le monde et toute l'entreprise, et c'est là où vous créez du collaboratif, c'est là où vous créez de l'envie, c'est parce que vous avez osé déléguer, vous avez osé faire ce que j'appelle cet imparfait efficace. Le dernier, enfin pas le dernier sujet, mais l'autre point que je voudrais souligner, c'est ça. Je dis souvent, l'intelligence n'est pas contagieuse, l'émotion, elle l'est. Si vous arrivez à mettre ça en place par groupe ou par petite équipe et que progressivement ça se marcotte ou ça se diffuse dans l'entreprise, cette culture, vous allez voir que il y a un côté contagieux. C'est-à-dire que le fait, tiens, il a osé, il n'a pas réussi, et tu sais quoi, il était encouragé. Et bien ça fait l'effet d'une bombe positivement, j'entends, au sens où dire, tiens, moi je vais oser ça, tiens, j'avais pensé à ça, je vais oser faire. Et là, vous créez de l'énergie, là, vous créez de la valeur, et là, vous créez du collaboratif, parce que justement, vous permettez d'oser. Il y a aussi, je parlais du management, quelquefois, il faut s'interroger en disant qu'est-ce que tu apportes au groupe et qu'est-ce que tu lui coûtes en énergie. Voilà, parce qu'il y a quelquefois des gens qui consomment beaucoup d'énergie en voulant imposer des choses. Quand je dis d'énergie, c'est au sens charge mentale. Voilà. Et c'est important aussi que vous puissiez repérer dans vos équipes les gens sur lesquels vous pouvez engager ce type de transformation. Donner cet exemple-là, en fait, c'est pas de moi ce document-là, mais c'est un document que j'aime beaucoup parce qu'il représente bien l'expérience que j'ai pu construire. Vous avez dans des équipes, vous avez ce qu'on appelle les takers. Alors, ça veut dire quoi un taker? Il prend, vous faites une intervention,
Vous construisez un projet et le gars, ben, voilà, il prend ce qu'il a à apprendre, terminé, il rentre chez lui. Voilà. Vous avez après les matchers ou les gens qui négocient, on dit, ah, ben, moi, je veux bien contribuer à ton truc, là, mais ce que j'aimerais par contre, en échange, c'est que j'ai une augmentation, que tu me confies un job de plus, comme etc. Et puis, vous avez une troisième catégorie qui sont ce qu'on appelle les givers. C'est eux, ils sont dans le groupe. Et quand ils voient quelqu'un, ils contribuent, ils apportent de l'aide, etc. Donc ça, c'est très important de comprendre sur qui vous voulez vous appuyer. Et puis après, il y a deux autres catégories qui se rajoutent à ça. Vous avez des gens qui vont donner de la créativité, de l'inspiration, parce qu'ils vont avoir ce sourire ou cet enthousiasme au quotidien. Et puis vous avez aussi des gens, un peu plus loin encore, qui vont même créer des ponts inter-projets ou inter-entreprises même. Voilà. Donc c'est très important, très très important, je vois le temps qui tourne, très important de bien comprendre à qui vous avez affaire pour éviter peut-être de lancer ce type de dispositif avec des gens peut-être qui ne vont pas être mûrs pour contribuer ou pour recevoir. Et puis le dernier point, en termes de recours, on va dire, ou en termes de points d'appui, il ne faut pas oublier que ce qui est vrai à l'intérieur de l'entreprise est vrai aussi à l'extérieur, et vous ne pouvez pas bâtir un projet sans avoir bien compris le besoin auquel vous répondez. Voilà, parce que sinon, le projet lui-même, il va pas tenir la route dans la durée. Voilà, donc évidemment, c'est pas le sujet là, donc j'ai fait juste cette phrase, mais je vois trop souvent des gens qui bâtissent un projet formidable et qui ont juste oublié qu'il faut l'adosser quand même à un business ou à une activité ou à un problème. Bien définir un problème, c'est déjà bien construire la solution derrière. Et je vois plein d'organisations qui naissent et elles ont oublié de savoir quel problème elles traitent. Et quand on n'a pas ça, on n'a pas le dessin dont je parlais tout à l'heure au sens du projet. Alors, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est super théorique, je sais. Comment on s'y prend pour mettre ça en place? Comme souvent dans les projets, la première étape, c'est de commencer petit, parce que si vous avez une organisation de 100, 200 ou 1000 personnes plus, vous n'allez pas transformer la culture d'entreprise en quelques minutes en disant on va passer d'un système super contrôlé, super hiérarchisé, à un système où on fait de la délégation, etc. Donc, vous allez commencer par prendre moi je vous encourage en tout cas à prendre quelques premières règles. La première chose, c'est de vous imposer d'avoir une demi-journée de libre dans l'agenda et d'imposer ça à vos équipes. Voilà. Cette demi-journée, je l'ai fait pour un grand groupe actuellement, là, où on travaille sur l'agenda, parce que dans mes clients, j'ai un groupe qui s'appelle Michelin. Et en fait, je suis en train de leur imposer, ou en tout cas de les encourager pour une partie d'entre eux à dire réservez-vous une demi-journée dans votre agenda, voilà, pour être disponible, pour vous former, pour comprendre un sujet, pour travailler sur un sujet, pour écouter vos équipes, pour rencontrer un collaborateur qui vous semble en difficulté, etc. C'est la première. Ça paraît tellement basique. Mais c'est comme les commerciaux. La plupart du temps, quand on fait du management, on a tendance à faire du top-down et on oublie d'écouter. Donc la première étape, c'est ça. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez même pas passer aux étapes suivantes. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Steve Jobs disait, voilà, c'est dommage d'embaucher des gens et puis de ne pas les écouter derrière, sachant qu'on fait d'efforts pour embaucher des gens intelligents. Donc ça, c'est la première étape. Je la rappelle, mais elle paraît basique, mais c'est tellement vrai. La deuxième, c'est qu'il y a des méthodes de plus en plus qui voient le jour. Alors pour ceux qui ont la chance de suivre des cours à 3A, c'est des choses qu'on enseigne. C'est les méthodes agiles, donc les méthodes Scrum et autres, les principes de Lean Startup qui sont comment on crée une entreprise à partir d'un projet client, le design thinking qui est comment on design là aussi un projet pour qu'il soit efficace. Alors quand je dis on design un projet, vous allez me dire quel rapport avec les équipes, mais non, c'est la façon de travailler amène du collaboratif. De la même façon que la méthode de créativité des 6 chapeaux qui est dessous, ou l'approche UX qui veut dire au sens user experience, ce sont des méthodes qui sont issues de ces managements collaboratifs, qui ont complètement intégré ces méthodes-là. Donc, si vous voulez implémenter dans une entreprise un projet de réflexion pour mieux servir vos clients, pour mieux servir une chaîne de production, pour mieux servir un service, en fait, en utilisant ces méthodes, vous allez embarquer les équipes et vous allez aller vers ce management collaboratif.
Voilà. On ne décrète pas un matin, il faut un support pour faire du management collaboratif. Il ne faut pas dire, tiens, ce matin, tac, je vais écouter, ou tiens, ce matin, je vais faire du collaboratif. Il faut que ce collaboratif, il s'exprime sur un projet, il faut qu'il s'exprime sur un sujet. Voilà. Et donc, il n'y a rien de mieux qu'un sujet orienté client ou orienté interne pour finalement mettre en place ce genre de pratique. Voilà. Alors, ça correspond à quoi, par exemple, sur du design thinking? Eh ben, c'est de découvrir des besoins clients ensemble. Donc, ça veut dire aller travailler avec des clients, c'est ça le collaboratif. Et quand je dis aller, c'est aller sur le terrain, rencontrer des gens, comprendre leurs enjeux, etc. Définir ce dont ils attendent, créer une offre, la maqueter, la prototyper, la tester, toujours avec les clients ou en interne. Et vous voyez bien que une fois que je l'ai construit, je l'ai maquetté, c'est des cycles de 6 semaines, hein, c'est 4 ou 6 semaines, c'est très court. On revient, on rediscute, on rééchange, on modifie, etc. Ça veut dire que j'accepte de me tromper, puisque je sais que tu vas me corriger, au sens, pas corriger avec un devoir en rouge, mais corriger au sens où on va ajuster, tu vas mieux m'expliquer. Et donc, tout ça, ces boucles d'itérations successives permettent finalement ce collaboratif, et c'est là où vous allez installer le respect, c'est là où vous allez installer l'humain, c'est là où vous allez installer l'écoute. Voilà. C'est pour ça que ces méthodes-là, elles sont intéressantes. Elles ne sont pas intéressantes en tant que telles, elles sont intéressantes, enfin elles sont aussi intéressantes en tant que telles, mais elles sont aussi intéressantes parce que dans la façon de travailler, vous allez embarquer les gens et vous allez leur permettre de s'exprimer et de se libérer. Alors, il y a quelques points d'attention quand on travaille là-dessus, quand on embarque les gens. Le premier, c'est qu'il faut que les sujets soient signifiants pour eux. C'est-à-dire que si vous me demandez demain matin de travailler sur un projet sur la sécurité sociale au Guatemala, il y a peu de chances que vous m'embarquiez dans un projet de mes rêves. Donc, il faut que ce soit signifiant. Le deuxième sujet, il faut qu'il y ait un impact, c'est-à-dire qu'il faut que je sois en capacité de peser sur la décision. Si c'est simplement des recommandations qui vont être envoyées dans une note, qu'un jour il y a un manager qui va lire, il n'y a aucune chance que ça m'intéresse et que vous puissiez m'embarquer. Donc ça, c'est 2 sujets pour que ça réussisse. La signification, ça me parle, et que j'ai un impact sur le sujet. Le troisième point, c'est l'environnement. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les sciences cognitives, mais si vous êtes dans une mécanique classique où vous ne changez pas l'environnement, eh ben, vous allez répéter les mêmes gestes et donc vous allez répéter les mêmes erreurs ou les mêmes processus sans être innovant et sinon sans créer de valeur. Voilà. Et puis, après, on en est un bon exemple, et le télétravail ou le remote en est un vivant exemple, au bout de 10, 17 minutes, 15, 20 minutes, le cerveau il lâche parce qu'on a tous une capacité de concentration qui, au-delà de 25 minutes, est compliquée. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les gens qui travaillent sur les sciences cognitives. Voilà. Enfin, une fois qu'on a mis en place tout ça, il y a un dernier élément qui est, oui, c'est pas très simple, hein, c'est des choses très pragmatiques que j'ai vécues, que j'ai mis en place ou que j'ai vu qui manquaient. Voilà. Il y a un truc tout con qu'il faut faire, c'est quand on prend des décisions, qu'on fait travailler les gens, eh ben, il faut tout simplement faire une synthèse, et cette synthèse, il faut la diffuser. Voilà. Parce que sinon, il y a cette notion, et j'ai souvent entendu dire, il y a un comité de direction, on ne sait pas ce qu'ils font. Vraiment, et il suffit d'un truc tout con. J'ai fait ça pour une entreprise que je conseille à Grenoble récemment. Aujourd'hui, vous savez quoi, s'ils savent pas ce qu'on fait, eh ben, on va publier les comités de direction, des comptes rendus. Alors évidemment, ça demande d'être attentif à ce qu'on écrit, ça demande peut-être d'être plus explicatif aussi, sachant que des gens vont lire le document et qu'ils n'auront pas participé à la réunion. Mais d'un autre côté, on ne peut pas à la fois prôner dans le management les valeurs de transparence, etc., et puis ne pas diffuser des comptes rendus de réunion. Voilà. Et ce n'est pas parce que c'est ceux de la direction qu'ils ne doivent pas être diffusés. Si vous voulez créer ce membership, ce groupe, voilà, eh ben, il faut pouvoir aller jusque-là. Voilà. Alors, pour conclure, évidemment, c'est des sujets qui sont compliqués. Donc, quand je disais tout à l'heure, il va falloir oser, il va falloir lancer les premiers tests, et vous avez probablement, si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait, forcément, il y a eu des échecs ou des erreurs. Donc, il y a 3 types de populations. Il y a ceux qui vont faire, pour vous expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, qu'il faut faire autrement, etc. Il y a ceux qui vont vous dire ce qu'il faut faire, un peu comme moi aujourd'hui. Voilà. Puis après, il y a des gens comme vous et comme d'autres peut-être aussi qui vont faire le projet. Voilà. Et ça, moi, je peux que vous encourager. Je terminerai avec une illustration que j'ai failli mettre, puis je ne savais pas si j'aurais le temps. Je vais prendre 1 minute pour vous dire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des frères Wright, qui sont les premiers qui ont fait de l'aviation. Voilà.
les premiers gens qui ont fait un avion qui volait, c'est 2 paysans dans l'Ohio qui avaient pour un problème d'épandage et ils étaient en compétition, eux ils ne le savaient pas, avec un Sir Johnson Langley qui lui était un monsieur de la haute société à Londres, qui avait toutes les bourses, qui avait toutes les études, etc., etc. Et lui, il a tout dépeint son avion, tout fait, mais il n'a jamais volé, enfin en tout cas après. Les frères Wright qui avaient osé un truc pour voler, pour diffuser, qui sont crachés 10 fois, qui ont remis des ailes différentes, qui ont fait des roues différentes pour voler dans les champs. Finalement, c'est eux qui ont volé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas croire le parfait. Je reviens sur cette notion d'un parfait efficace. C'est l'essai, c'est le fait que vous alliez tenter l'expérience qui va faire que ça va marcher. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, je voulais simplement vous remercier de votre attention et puis répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. On s'était dit un quart d'heure à la fin. C'était au trop. Merci beaucoup, Jacques. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans le chat, soit directement en ouvrant vos micros. Soyez pas timide, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des questions au moment des inscriptions. Donc, alors, je peux en hésitez à les reposer maintenant. Ouais. J'avais ça là, comme question qui a été posée en amont. Comment agir sur la résistance au changement? C'est effectivement, quand on parle de ça, il y a un côté utopique. Pardon. Et donc, les gens qui ont pas vécu ça, ils ont toujours une logique de dire non, mais trop compliqué, ça c'est dans les livres, c'est très théorique. Non, moi je vous encourage à le faire à petite échelle. Faites-le sur une équipe, faites-le sur 5-6 personnes, faites-le sur un projet. Montez-le sur un projet. Le mode projet est intéressant pour ça, parce que on monte une équipe pour un projet, on la démonte après. Je pense que c'est souvent la meilleure façon. Alors après, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Moi, j'ai toujours vu que ça marchait, en fait. Parce que, en fait, quand vous mettez les gens en situation de réussir, ils réussissent eux-mêmes. C'est comme un effet Pygmalion. Vous leur faites confiance, ils se dépassent et ça marche. Voilà. C'est vraiment il y a vraiment un côté d'impulsion. Voilà. Mais je vais peut-être laisser d'autres questions parce que ça va être facile. Alors moi, je veux bien parler de ce que je viens d'écrire. Bonjour à tout le monde. En fait, c'est juste un retour d'expérience puisque, comme je l'écrivais, j'ai eu la chance d'avoir un directeur qui était à fond pour cette entreprise libérée. On avait une équipe de managers absolument qui avait tout compris. On était tous dans cette même dynamique et chacun prenait vraiment plaisir à venir travailler. Et puis, il y a eu un changement de direction. Et du coup, il n'y a plus personne qui a convenu à la nouvelle direction. Et ça a été d'autant plus violent qu'on a eu l'impression de plus comprendre ce qui se passait finalement. Il y a eu quelque chose qui s'est complètement détruit. Et au fur et à mesure, on a tous été à nouveau dégoûtés de se lever le matin et d'aller travailler. Donc, ils ont tout perdu. Et on n'a jamais compris le choix de ce changement de direction et de management. Ouais, et là, si vous n'avez pas une action qui partage ces valeurs-là, qui est à l'écoute et qui ose, c'est sûr que les gens ne vont pas trouver. D'autres témoignages, peut-être, c'est intéressant ça. Oui? Quelqu'un qui a levé la main, le brise. J'allume. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. J'ai 69 ans, j'ai travaillé en entreprise comme en ONG pendant 22 ans. Ça fait longtemps que j'avais compris qu'il y avait 2 types de patrons, les bons et les mauvais. Les bons vous donnent envie de vous lever le matin. Ça fait partie de mes cours de management. Donc maintenant, c'est j'essaie de faire passer les autres comment être un bon patron. Et en fait, c'est vraiment lié aussi aux personnes. Dans son livre sur la sociologie des entreprises, je me rappelle plus comment il s'appelle, Bibliothèque Payot, où il décrit absolument tous les systèmes d'organisation, de méthode, le Fordisme, le terrorisme et autre chose. Il constate aussi en 3 lignes une petite constatation qui modifie, je dirais, tout son bouquin. Il dit, on sait très bien que dans une usine, dans un service ou dans une entreprise, celle-là marche beaucoup mieux que les autres. Et en fait, c'est lié à la personnalité des responsables et ça, on ne sait pas. Oui, alors, je vous rejoins, c'est lié à les responsables ou les managers sont effectivement déterminants. Après, j'évoquais tout à l'heure le groupe Michelin que je trouve extrêmement humaniste dans sa façon de faire.
Il y a quand même, on rencontre quand même des entreprises dont on se dit waouh, c'est quand même une très très belle entreprise. Moi, je ne les connaissais pas. Je suis admiratif de l'esprit de cette entreprise qui véhicule ça. D'ailleurs, ils font beaucoup d'innovation et je ne peux pas imaginer que ce n'est pas en lien avec ça. Ils sont durables, c'est des provinciaux aussi, donc il y a peut-être une culture d'entreprise particulière aussi en province. Mais ce côté humain, il doit avoir les deux. Il doit avoir l'entreprise qui incarne ça avec ses valeurs, ce que j'expliquais au tout début. Et puis, effectivement, vous avez raison. C'est vrai dans les deux témoignages qui ont été évoqués là. Si le manager ou les managers ne se sont pas appropriés ça et ne l'incarnent pas, là, vous avez une courbe de transmission qui n'existe pas. C'est en fait ce que j'essaye de faire passer. J'ai eu la chance d'avoir eu dans ma vie 3 patrons, des vrais, ce qu'on appelle d'en avoir eu 3 ou 4 qui étaient corrects en plus, puis d'en avoir eu tout un tas de mauvais. Et je peux vous garantir que c'est très, très formateur sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, c'est vrai. D'autres témoignages, peut-être, d'autres tours? Pardon, vous n'avez peut-être pas terminé, excusez-moi. Non, je pensais à la réflexion d'un de mes bons patrons, on n'est pas un cadre si on n'est pas un formateur. Et comme je dis toujours à mes étudiants, si tu veux que le boulot soit fait, enseigne-le. Le rêve, c'est que toi, tu n'aies plus rien à fiche parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Mais bon, tu vas devoir te bouger. Mais c'est le principe qu'on m'a toujours appris, c'est que finalement, c'est la formation et l'encadrement qui fait l'équipe. Ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est 20% d'une équipe, c'est le recrutement, 30% c'est la formation, 50% c'est l'encadrement. Donc, en hyper motivant et en formant de manière extrêmement responsabilisante les formateurs et les cadres, on pourra arriver à quelque chose. Voilà, D'autres questions peut-être? Je crois qu'il y a un témoignage dans le chat. Peut-être que vous voulez prendre la parole, Fanny? Il y a quelqu'un qui a levé la main là, je sais pas. Oui, j'ai levé la main. Est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y. Pas de souci. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle. Ma question concerne ce que vous avez dit à propos des 3 types de salariés. Vous avez dit dans une équipe, il y a des takers, des matchers et des givers. Et vous avez dit que tous les gens n'étaient pas mûrs pour un style de management libéré. Ça m'a fait penser aussi à des articles qui sont sortis il n'y a pas longtemps sur une entreprise, je me rappelle plus qui, et peu importe, qui classait ses salariés en dauphins, moutons et renards, donc qui reprend en fait exactement les 3 catégories que vous avez dit, avec l'objectif de se séparer des renards. Donc ma question est comment emporter quand même les takers, comment pouvoir mettre en place quand même un management libéré, même s'il y a des takers, parce que dans une équipe, on n'aura pas toujours que des givers ou des matchers. Il y aura forcément ce que cette entreprise appelle des renards. Estelle, merci beaucoup de cette question. Je vais vous dire une anecdote personnelle qui reprend exactement ce que vous venez de dire. Et je tiens à le remercier parce que la personne qui m'a dit ça a changé ma vie, professionnellement. J'étais tout jeune, c'est il y a quelques années donc, et je gagne un projet important au Conseil général de la Loire. Et je vois à l'époque le directeur informatique qui me dit voilà, on vous retient. Et je lui dis, moi, spontanément, pour lui faire plaisir, et puis aussi parce que c'était ma volonté, je lui dis, mais on va réussir votre projet, et pour ça, je vais m'entourer des meilleurs. Et il m'a répondu, et ça date de 30 ans, hein, il m'a répondu, vous savez, M. Verzier, le management, c'est pas s'entourer des meilleurs, c'est faire progresser tout le monde. Et ça m'a marqué profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand je vois quelqu'un en difficulté ou quelqu'un qui n'a pas le niveau,
je me dis, mon job, c'est de faire en sorte qu'il progresse, quel que soit son niveau, que demain il soit meilleur, meilleur au sens qu'il ait plus de compétences que ce qu'il en a aujourd'hui. Et voilà, donc moi, je suis très convaincu de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir embarquer tout le monde et il faut pouvoir faire progresser tout le monde. Après, là, ce que je voulais dire dans connaître ces équipes, c'est dans une démarche de management collaboratif, il faut que vous détectiez des leaders potentiels ou des managers potentiels qui vont comprendre cette démarche, se l'approprier, l'incarner et à nouveau en faire un levier. Et ça, si vous avez des gens qui sont dans une situation de takers, ils ne vont pas le faire. Donc en fait, le fait de choisir les bons relais, c'est pas qu'on ne va pas faire progresser les takers, ou c'est pas qu'on va pas faire progresser ceux qui sont moins bons, mais c'est simplement que dans une logique de relais, il faut que vous trouviez des gens qui soient déjà dans ce mouvement pour amplifier le mouvement, sinon vous allez y perdre une énergie colossale. C'était ça la nuance entre les deux. Mais je vous remercie vraiment d'avoir posé la question, parce que pour moi, s'il y avait une chose à retenir, peut-être c'est ça, et je ne l'avais pas écrit. Ok, merci. Je t'en prie. Oui, une autre question, monsieur Lebris? Alors justement, ça rejoint une constatation que j'ai faite. Là, vous parlez d'équipe, et dans une équipe, il y a de tout, hein. Comme dans une équipe de foot, il y a les avant-centres et les arrières. Le problème que j'ai constamment constaté en ressources humaines recrutement, c'est que l'obsession, c'est de recruter des individus, des mecs plus ultra. Et moi, je dis toujours, non, on recrute des équipiers. Et le jeu du recruteur, c'est de savoir, dans le jeu d'échecs, cet équipier, est-ce que je le prends à la hauteur du pion, de la reine ou du roi ou d'autre chose. Et finalement, il y a un constant problème de recrutement des cadres auquel j'ai assisté pendant pas mal de fois, c'est qu'on recrute avec des CV d'enfer, mais on ne sait pas si la personne va pouvoir bosser en équipe. Et qu'est-ce qu'elle pourra faire de cette équipe? Vous avez raison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je disais aux étudiants, et si je vous notais sur votre capacité à collaborer ou à apporter des choses aux autres, c'est le fait d'apporter aux autres, mais c'est en termes de culture, c'est une rupture complètement, très 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 forte par rapport aux nombreuses années qui se sont écoulées. Voilà. Et aujourd'hui, le membership est devenu vraiment un élément déterminant du plaisir à travailler avec. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ce à quoi j'ai souvent insisté, c'est qu'on sait très bien que 75% des recrutements de cadres se font par cooptation, c'est-à-dire si monsieur machin de telle usine a besoin d'un ingénieur, il va demander à son pote autre directeur d'usine, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Les 25% restants passent par des cabinets de recrutement qui finalement font un travail, je dirais, purement émotionnel. Ils reçoivent des CV, ils les font d'abord trier par des jeunes personnes qui ont une licence de RH et qui font le tri des 10 à mettre en place, la shortlist, et qui ensuite, il y a des entretiens. Mais quand je vois la quantité finalement, ils recrutent, mais ils ne voient pas les résultats de leur recrutement. Moi, j'ai eu la chance, dans certaines périodes de ma vie, de recruter, ensuite de former et ensuite d'encadrer. C'est-à-dire, chaque fois que j'avais fait une erreur à un niveau, je la voyais au niveau d'après. Et je peux vous garantir que c'est très formateur. Si on ne fait que recruter, la personne rentre dans l'usine, dans le système, et au bout de 3 mois, il repart, la personne qui a recruté n'en tire aucune leçon, elle ne sait pas pourquoi il est parti. Et c'est pour ça que j'ai même conseillé des recruteurs. Quand vous avez un recrutement, vous mettez les 5 qui rentrent dans le cadre de ce que vous cherchez, vous les mettez au mur, vous jetez une fléchette, vous prenez celle que la fléchette désigne. Vous avez moins de chances de vous tromper. Je vois que l'heure c'est déjà écoulé, c'était un peu rapide. Anastasia, peut-être je vais te laisser conclure. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, là, on va s'approcher de l'heure de fin. Merci à tous pour votre participation. Puis merci surtout, Jacques, pour votre intervention. Effectivement, été illustrée d'exemples concrets, comme l'ont souligné les participants. Donc, j'espère que cet échange vous permettra d'avoir une meilleure vision du management libéré. Merci à tous. À titre d'information, on organisera prochainement, je vais vous partager une autre conférence. Comme je disais au démarrage, l'idée, c'est d'en faire une tous les 15 jours.
Hop, là, je pense que vous voyez mon écran. Donc, la prochaine, ce sera animée par Guillaume Desnoué, auteur du livre Impact. Donc, ce sera sur « Et si les entrepreneurs avaient leur serment d'Hippocrate ». Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien qui est indiqué. Je vais vous le mettre aussi dans le chat, ce sera plus pratique. Merci à tous encore pour votre participation et puis je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup Jacques encore et à bientôt. Merci, on a fait avec le format le mieux possible. Enfin, en tout cas, voilà, merci de votre indulgence s'il y avait des choses qui n'étaient pas comme vous l'attendiez. En tout cas, merci encore de votre écoute. Passez une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Hop.